Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Madi Lucas, présidente fondatrice de Secours du Gabon qui œuvre pour l'éducation et la santé en milieu rural et gabonais afin de réduire le taux d'illettrisme dans nos villages au Gabon. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons de la création de Secours du Gabon. Secours du Gabon, l'idée m'est venue après ma formation professionnelle à l'école des instituteurs à l'école nationale des instituteurs au Gabon. Je suis affectée à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en milieu rural gabonais. Et là, je découvre une nouvelle facette du village. Parce que déjà, je partais au village régulièrement avec mes parents. Parce que mes parents n'ont pas fréquenté, particulièrement mon père n'a pas fréquenté au village. Il est né en commune, il a fait ses études en commune avec ses frères et sœurs. Et après cela, il a connu Libreville pour ses études. Et là, il va faire évidemment un concours d'entrée à la Société d'énergie du Gabon. À ce moment, évidemment, je vais bénéficier des avantages du travail de l'entreprise de mon père. Maman également fonctionnaire, alors nous allons faire le tour du Gabon par affectation de mon père. Donc sur les 9 provinces du Gabon, les provinces que je n'ai pas été, c'est l'Ogooué et Vindo et l'Ogooué maritime, que je ne connais pas. Mais le reste des provinces, évidemment, par le biais du travail de mon père, évidemment, j'ai bénéficié. Donc, je vis dans ce milieu avec mes frères et sœurs, évidemment. Et dans notre milieu, nous marchions en tant qu'enfants des cadres. C'est-à-dire, l'autre Togo, évidemment, nous avons été plusieurs années, hein, très très longtemps. Je prends le cas de Franceville, de Massoukou. Nous avons des bus. Chaque entreprise avait un moyen de transport pour les enfants de leur personnel. Donc, on avait un arrêt de bus après les cours. Là, tous les enfants des cadres se retrouvaient là, à l'arrêt du bus, et chaque enfant reconnaissait le bus, le bus d'entreprise de son père. Bon, ce qui me concerne, on nous appelait les bleus. Les bleus parce que la Société d'énergie du Gabon, évidemment, a pour couleur l'océan, donc bleu, la couleur bleue. Nous avons les enfants de la Poste, donc ils avaient un bus jaune, donc ainsi de suite, c'était comme ça. Donc les enfants, donc les bus de la Poste, le bus de Mvengue pour la base aérienne, SUCAV, Socio, etc. Donc c'est dans ce cadre-là que moi, je me retrouvais. Donc, et lorsque par malheur j'avais raté mon bus, parce que peut-être que j'avais traîné, j'étais transportée par mon père ou ma mère. Donc, je marchais vraiment quelquefois parce que peut-être je veux marcher avec les autres, mais sinon, je ne marchais pas, on était transportés. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai grandi. Et puis, pendant la période Noël, nous avions un arbre de Noël que la SEG organisait. Donc, chaque entreprise organisait un arbre de Noël et on bénéficiait des cadeaux, voilà. Nous avions aussi des BST. Donc, on prenait à l'époque, il y avait Air Gabon, hein, à l'époque, on prenait Air Gabon. Donc, on voyageait toujours en avion. C'était très, très... On n'a vraiment pas voyagé en train, on voyageait toujours en avion parce qu'on avait droit au BST. Donc, on avait des logements décents. Donc, chaque entreprise avait une cité. Donc, on était dans des cités. Et puis, dans la maison, papa avait pris une gouvernante. On avait
chauffeur, on avait tout ce qu'il fallait qu'on puisse avoir, qu'on puisse vivre dans des bonnes conditions par rapport à son rang social. Et chaque vacances, on se retrouvait au village, aller voir les grands-parents. Et là, au village, évidemment, les grands-parents nous apprenaient comment planter, comment désherber, comment pêcher, voilà. Donc, pour les femmes, euh, il fallait faire des barrages, et puis voilà, vider de l'eau, etc. C'était vraiment bien fait, c'était vraiment bien, c'était beau, ça fait, ça fait un peu du bien au cœur parce que je me rappelle un peu, je vois un peu les films dans ma tête. Donc, on allait au champ parce que là, c'est la période de grandes vacances, on va dire l'été, des vacances scolaires, euh, qui sont très longues, c'est-à-dire qui duraient 3 mois. Là, actuellement, je ne sais pas combien ça dure au Gabon, mais ça durait 3 mois. Et durant les 3 mois, nous partions au champ tous les matins. Avant d'aller au champ, il fallait faire la vaisselle. Il fallait faire la vaisselle. Après avoir pris le breakfast, il fallait faire la vaisselle après. Ensuite, on va au champ. En partant au champ, on avait la nourriture qu'on emportait avec nous parce que pendant les travaux champêtres, on avait des pauses. Donc, pour manger. Et on repartait. Donc, les grands-parents nous apprenaient cela. Euh, Ensuite, quand on revient des champs, évidemment, tout ce que nous ramenons dans nos paniers, c'est-à-dire les tubercules, des feuilles de manioc, il fallait évidemment les nettoyer, préparer. Ensuite, on allait se laver. Et là, c'était pas la douche, c'était à la rivière. C'était à la rivière. Et dans ces rivières, il y avait des endroits réservés typiquement aux femmes, des endroits typiquement réservés aux hommes et des endroits réservés uniquement aux enfants confondus, de sexe confondu. Et là, on se lavait, c'était sans gêne. Donc, c'est sans gêne. Et moi, j'étais avec mes cousins, donc les enfants de la grande sœur, des grandes sœurs de mon père, biologique. Donc, euh, eux, ils avaient de l'avance sur nous parce qu'ils savaient nager. Nous encore, à l'époque, on allait, par exemple, à l'époque, c'était les Coli Palace. Donc, on allait à la piscine avec papa et maman et ils nous achetaient les chambres arrière parce que là, on ne savait pas nager. Alors, quand on allait au village et que je retrouvais mes cousins qui revenaient aussi d'autres provinces, hein, et on se retrouvait sur les vacances, donc, mais eux, ils avaient de l'avance sur moi. Donc, quand on allait à la rivière, pour mes cousines qui savaient nager, alors ils m'apprenaient à nager. Mes cousins aussi m'apprenaient à nager parce que c'était émouvant de voir mes cousins traverser le fleuve à la nage. Je me disais, waouh, est-ce que je vais arriver? Et chaque vacances, il m'apprenait. Et puis jusqu'à ce que j'ai finalement su nager. Et là, j'étais contente de traverser également le fleuve à la nage. Et après ce bain comme ça, nous repartions au village. On trouve que la grand-mère a fini de cuisiner. Et puis, on mange. Et lorsqu'on mange, avant, on va dire quoi? Avant euh, le crépuscule, voilà, avant le crépuscule, il y avait des petites danses traditionnelles dans le village dont on faisait les répétitions. Bon, nous ne savons, moi personnellement, ne sachant pas danser à l'époque, les danses traditionnelles, lorsqu'on allait, et c'est mon oncle, le petit frère de papa, euh, qui avait ce groupe de danse-là, et chaque fois qu'on allait regarder, il nous mettait toujours sur scène. Alors, quand je rentrais sur scène, comme je ne savais pas danser, les danses autour, donc tout le monde se moquait de moi, les gens se mettaient toujours à rire. Donc, et c'était tellement beau, mais c'était une moquerie vraiment saine, on va dire. Sans arrière-pensée, c'était tellement beau. Et c'était notre quotidien. C'était notre quotidien pendant ces 3 mois de vacances. Là, c'est une autre facette du village. Dans mon esprit, dans ma tête, le village, c'est comme ça. Et ensuite, nous repartions dans notre province, où mon papa était affecté, maman également fonctionnaire.
Donc, on repart et puis le quotidien reprend aussi avec, et à l'école, voilà. Donc, lorsque je sors de là et qu'on m'affecte euh, en zone rurale pour aller enseigner, dans ma tête, j'ai ces souvenirs-là. Je ne connais pas une autre facette du village. Alors, lorsque je vais enseigner, que j'arrive, là, je découvre que les enfants avaient, comme cartable pour l'école, avaient des sacs de riz vidés, avaient des sachets, donc c'est-à-dire des plastiques, juste des plastiques, n'avaient pas d'imperméable. Et d'autres n'avaient vraiment rien du tout. Donc, ils avaient des cahiers en main. Et si par malheur, la pluie leur trouvait entre leur village et l'école, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de transport, donc ils marchent entre des bosquets, entre des villages pour joindre l'école-village qui a une école. Donc si par malheur la pluie arrive au milieu de ces bosquets, il n'y a pas d'abri, ces enfants se mouillaient. Pour des filles, ils arrivaient avec des tenues, c'est-à-dire jupe comme robe, salie par le dos, parce que ils ont, même des chaussures, ils n'en ont pas. Ils avaient, pour la majorité des enfants, ils avaient ce que l'on appelle des babouches, proprement dit, des sandales. Parfois, des babouches, des sandales étaient plus grands que leurs pieds. Hein. Donc, parfois, ça pouvait être la sandale d'un de leurs frères ou soeurs, je ne sais pas trop. Et quand ils marchaient, ils ramassaient de la boue et ils arrivaient avec des tenues salies par le dos pour les filles. Donc, ils arrivaient en retard, parfois mouillés. Ils repartaient comme ça, parce qu'à l'époque, c'était matin et soir. Donc, pas d'imperméable, pas de cartable, pas de moyen de transport. Et à l'école, rares étaient ces enfants qui pouvaient s'acheter des gâteaux à la farine, des beignets. Rares étaient ces enfants qui pouvaient s'offrir un morceau de pain au beurre que moi j'avais l'habitude de manger. Donc, du coup, je ne connais pas. Je suis choquée de voir que, tiens. Parce que là, je pensais que pas comme c'était les vacances, on partait des vacances, c'était comme ça. Ben, je ne savais pas que les enfants partaient à l'école avec comme goûter. Pour la majorité, ils avaient des goûters, des morceaux de, des morceaux de porc épic, de morceaux de gazelle cuisinés, de morceaux d'antilope. Emballés dans des feuilles de bananier ou des feuilles de manioc. Ou pour les rares qui pouvaient avoir des pots de beurre vidés, ils mettaient ça dedans avec du manioc. Donc lorsqu'on sonnait 10 heures, comme récréation, ces enfants ouvraient leur paquet de viande de brosse cuisinée avec du manioc ou de la banane ou du taro ou du ligname qui était leur breakfast. Les gens là, je suis encore choquée parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne connaissent pas. Les produits laitiers sont un luxe dans ce milieu rural. C'est vraiment compliqué. Les médicaments, c'est l'usage de grand-mère. Ce sont les recettes des grand-mères. Ils n'avaient pas de médicaments. Donc, il m'arrivait aussi d'avoir des élèves qui étaient malades dans ma salle de classe. Hein, et que je ne pouvais pas les renvoyer parce qu'il était dit que lorsqu'un enfant est malade, il faut que l'on le renvoie chez ses parents. Mais les enfants, tous les enfants n'étant pas originaires du village, moi en tant qu'institutrice, je n'avais pas ce que je pouvais le faire, mais je n'avais pas le cœur de renvoyer un enfant dans son village, sachant qu'il va traverser un bosquet ou deux, tout seul, parce que ce sont des enfants qui marchent en groupe, c'est-à-dire ils quittent de leur village pour se rendre à l'école en groupe. Et à la fin des cours, ils retournent dans leur village en groupe. Donc, ils ne marchent pas seuls.
individuellement. Il peut arriver, mais c'est pas dans leur quotidien. Ce sont des enfants qui marchent en groupe parce qu'à l'époque, il y avait des enlèvements dans les villages. Donc, au moins quand ils sont en groupe, c'est quand même compliqué d'effectuer un enlèvement. Mais quand l'enfant est seul, alors moi, je ne peux pas prendre ce risque-là. Donc, qu'est-ce que je faisais? Lorsqu'un enfant était malade dans ma classe, je partais à mon domicile parce que en partant en affectation, je payais des médicaments. J'avais un grand stock de médicaments que j'utilisais pour mes enfants. Et alors, lorsqu'un enfant était malade dans ma classe, en tant que mère d'un enfant, en tant qu'humaine, je me devais de prendre euh, mes médicaments et de soulager cet enfant en l'administrant des paracétamol. À l'époque, on avait les Feralgan. Et là, j'avais mon supérieur qui me disait, ma maîtresse, maîtresse m'a dit, vous savez, lorsque c'est bien beau de donner des comprimés aux enfants, parce que vous avez de la compassion. Mais en cas de problème, vous êtes la seule responsable. En un mot, mes supérieurs n'étaient pas d'accord que moi je le fasse. Mais là, je le faisais malgré, parce que je ne pouvais pas supporter de voir ces enfants affectés dans la salle de classe. Il est fébreux, il vomit, il est fatigué, il est alité en aimant. Et Dieu merci, durant toutes ces années, dans la zone rurale en affectation, je n'ai jamais eu un problème de ce genre, d'une conséquence de l'administration d'un médicament quelconque. Je ne l'ai jamais eu. Donc, vraiment, c'était une grâce. Alors, je le faisais. Lorsqu'un enfant était malade, j'allais dans mon domicile, je donnais des paracétamol pour faire baisser la fièvre. Et ensuite, à 17h, je demande de rentrer avec les autres et qu'ils ne viennent pas à l'école le lendemain parce qu'il fallait qu'ils aillent se faire soigner. Malheureusement, ces enfants qui utilisaient, comme je disais tantôt, les recettes de grand-mère. Donc, les écorces. Juste un exemple, lorsqu'un enfant a la fièvre, par exemple, il fallait prendre la corde du manioc, attacher au front et la fièvre tombe. Et cette recette fonctionne toujours. Elle fonctionne toujours. Donc, je vous dirais quoi? Lorsqu'un enfant était blessé à l'école, pour une raison quelconque, pour arrêter l'hémorragie, on avait des cannes à sucre dans chaque établissement. On avait des cannes à sucre. On avait un jardin scolaire, hein, donc là-bas, on trouvait un peu de tout. Tomates, canne à sucre, épinards, des choux, etc. Donc, lorsqu'un enfant était blessé, pour arrêter l'hémorragie, il fallait couper une canne à sucre, mâcher la canne à sucre et prendre ce jus que l'on aspergeait sur la blessure pour, évidemment, arrêter l'hémorragie. Ceux qui avaient de la carie dentaire prenaient des écorces qu'ils faisaient bouillir et qu'ils faisaient des bains de bouche pour arrêter la douleur dentaire. Donc, c'est comme ça, c'est leur quotidien. N'ayant pas eu cette vie, n'ayant pas connu cette vie, moi, j'ai été choquée. J'ai été choquée et c'est comme ça que je vais m'engager dans un élan humaniste. En créant l'ONG pour aider ces enfants. J'ai créé ça et j'ai nommé Secours du Gabon parce que dans le Gabon, il n'y a pas seulement les enfants gabonais qui apprennent dans les villages. Non. Nous avons des enfants, par exemple, au sud du Gabon, le sud qui est frontalier au Congo. Nous avons des enfants dans les villages qui sont originaires du Congo, dont les parents sont installés au Gabon. Au nord du Gabon, nous sommes frontaliers au Cameroun, à la Guinée équatoriale. Nous avons des enfants camerounais dans nos villages. La Guinée équatoriale, actuellement, je ne pense plus, hein, parce qu'avec leur pétrole, la majorité, tous sont rentrés chez eux. Donc, actuellement, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Mais avant, il y avait également des enfants guinéens dans nos villages.
Et je me dis que tous les enfants sont égaux. J'aurais pu créer une association uniquement pour mon village, aider les enfants de mon village. Et je me suis dit, les mêmes problèmes que vivent les enfants de mon village sont les mêmes problèmes que traversent les autres enfants dans tous les villages du Gabon. Et de l'Afrique d'ailleurs, je pense. Donc, par ma conscience ne me permet pas de donner à certains et ne pas donner aux autres parce que je n'ai pas euh, cette force de voir l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. De ma personne, je n'aime pas l'injustice. Je suis contre l'injustice. Alors, en créant ce Secours du Gabon, évidemment, nous donnons des fournitures aux enfants pour que les parents n'aillent plus en forêt étant malades, parce que les parents aussi allaient au champ étant malades, parce qu'il fallait qu'ils aillent en bourg chercher de quoi exposer en bordure de route pour que les passagers, c'est-à-dire les routiers, puissent acheter. Et cet argent servait d'acheter non seulement les fournitures de l'enfant, mais aussi leurs besoins, c'est-à-dire le pétrole, parce qu'ils n'ont pas d'électricité, donc ils ont besoin du pétrole au quotidien. Donc, il faut acheter le pétrole, il faut acheter du savon. Donc, les parents sont parfois obligés d'y aller. Et les enfants, lorsqu'ils n'ont pas de fourniture, pour les filles, ils sont exposés à des prédateurs, c'est-à-dire des personnes mal intentionnées, c'est-à-dire des hommes, des routiers, qui, parce qu'ils ont un moyen de transport et qui font la route, la navette, sur, on va dire quoi, sur ce tronçon. Alors, il peut jouer avec ça pour apporter des kilos, un sachet de poulet ou du riz, parce que ce sont des choses qui sont rares à trouver dans les villages. Et la petite fille se trouve enceinte. Pour les garçons, ils vont aller à la chasse, ils vont apprendre la chasse et puis ils vont devenir chasseurs. Ils vont aider leurs parents dans la chasse. Donc, pour éviter, et les écoles se ferment. Donc, pour éviter que les écoles se ferment parce qu'il y a des enseignants qui ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas aussi de logement, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien. Donc, quelqu'un ne viendra pas. Il va rester chez lui en attendant son poste budgétaire. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui subissent, qui souffrent. Il y a des enfants qui deviennent des illettrés. Donc, il est important que nous donnons également des manuels scolaires aux enseignants, des fournitures aux enfants pour que les enfants ne restent plus à la maison parce qu'ils manquent des fournitures, parce que les parents n'ont pas de moyens pour les offrir. Donc, et les dispensaires donnent des médicaments de premier soin. Donc, lorsqu'un enfant est malade en classe, que l'enfant ou l'enseignant, que l'enfant soit conduit au dispensaire par un enseignant ou un surveillant d'établissement afin que cet enfant puisse bénéficier des premiers soins. Cela se fait parce que nous avons le cœur, nous espérons, nous luttons contre l'autodidactisme parce qu'il est vraiment extrêmement élevé dans nos villages. Les écoles ferment, manque de manuels scolaires, manque d'enseignants, manque parfois des enfants parce qu'il y a des enfants qui vont dans les communes joindre les membres de leur famille. S'il n'y a pas un enseignant à aller au village, ben, le parent est obligé d'envoyer son fils chez une tante, voilà, chez un membre de la famille qui est en zone urbaine, qui est dans l'une commune, pour que l'enfant aille continuer ses études. Et pour ceux qui n'ont pas de parents en ville, évidemment, ils vont se retrouver à faire des travaux champêtres. Ils vont se retrouver à abandonner l'école. Ils n'ont pas de choix. Et nous nous retrouvons avec certains parents illettrés, les enfants illettrés, les petits-fils illettrés. Donc, pour réduire l'autodilletrisme, nous avons décidé de soutenir l'éducation et la santé en zone rurale gabonaise par amour. Nous avons des aides, c'est vrai, nous avons des aides ici en Occident. Nous avons les autorités françaises qui nous aident, mais ils nous aident par élan de solidarité. Uniquement. Parce que ce sont des dons qui bénéficient au Gabon.
qui bénéficient au Gabon. Donc, ils nous aident par élan de solidarité. C'est à cela que ce que du Gabon exerce. Nous exerçons dans ça pour aider les familles, pour aider les enfants, par amour, par solidarité. Voilà. Donc, c'était tout pour ce numéro. Nous vous souhaitons une agréable soirée ou matinée en espérant vous retrouver pour un prochain numéro. Merci. Au revoir.